Merci, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier les sponsors de la COP27 et de la Coupe du Monde du Qatar. Non, je plaisante. Merci à Reboot, Étienne, et merci pour un réveil écologique, Agathe, pour organiser cette soirée. Donc, je vais vous parler de finances vertes. Donc, on va parler un peu de finances et un peu de vert. Comme introduction, je dirais simplement que ces derniers mois, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient qu'ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas à la finance verte. Alors, c'est souvent des gens qui pensent que les marchés, c'est mal. Et donc, rien de bon ne peut sortir des marchés financiers. Ceux-là sont faciles à comprendre. Mais plus curieusement, j'ai rencontré plein de gens qui me disaient qu'ils y croyaient aussi. Et en fait, c'est des croyances que moi, je renvoie dos à dos, parce que même si la finance, c'est pas du tout une science dure, si je lâche ce micro, il va normalement tomber vers le sol, sans surprise. Par contre, je serai incapable de vous dire si telle ou telle action va monter ou baisser demain. Néanmoins, en regardant la finance telle qu'elle se fait, on peut quand même dire un certain nombre de choses et sortir de la croyance que la finance verte fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est un peu mon objectif ce soir. Donc ici, avant de parler de finance, je voudrais rappeler en fait l'essentiel, parce qu'on a toujours tendance, quand on parle de finance verte, à se noyer dans ce qui est rapidement des détails. Et donc, ce qui n'est pas un détail, c'est le réchauffement climatique. Et donc, on voit. Est-ce qu'on voit ou pas? Oui. Et donc, c'est important pour moi de rappeler que ce qu'on appelle la transition, ça n'est pas ça. Ça, c'est additionner du vert au brun, ça n'est pas transitionner, d'accord? Vous voyez, ça, malheureusement, la barre brune augmente. Hein. Si je fais ça, je ne suis pas en transition. La transition, c'est ça. Il faut baisser le brun et augmenter le vert. Je ne me prononce absolument pas sur les niveaux d'augmentation et de baisse, mais en tout cas, on doit avoir la barre brune baissée et la barre verte logiquement augmentée. En tout cas, la partie importante de la transition, compte tenu de ça, et ça, c'est le GIEC qui nous le dit, ça vient du GIEC, hein, la probabilité pour qu'on soit sur une trajectoire à 1,5 degré de hausse, il faut que le budget carbone ne dépasse pas 420 gigatonnes de CO2. Et on a une probabilité dans ce cas-là de succès qui est à peu près de 2/3. Donc là, on est dans la physique, on est dans le dur, on est dans le vrai. Le budget carbone, c'est une quantité de gaz à effet de serre qu'on a encore le droit de balancer dans notre atmosphère avant d'engendrer un réchauffement climatique absolument sinistre. Et donc, il faut toujours se rappeler que le plus important, c'est ça. Hein, en écologie, c'est toujours des seuils absolus. D'accord ? Ça, c'est la physique. Et donc, par ici, vous avez souvent, quand on parle de finance verte, vous entendez des choses, vous entendez, par exemple, des émissions évitées. Mais moi, les émissions évitées, j'en ai rien à foutre. Les gens qui font des émissions évitées, ils continuent à augmenter le brin. Simplement, ils font plus 2 dans le brin et ils vous disent, j'aurais pu faire plus 3. J'ai évité 1. Bon, ok, ça ne va pas résoudre notre problème. La compensation carbone, c'est plus de brins tout de suite. Et puis j'ai des petites pousses, j'ai des petits plans, je ne sais pas où, qui peut-être, dans 10 ans, s'il n'y a pas un incendie, c'est pas intéressant. Et l'intensité carbone, c'est encore totalement farfelu, c'est ce qu'on appelle l'efficacité, donc c'est l'efficacité énergétique. Donc oui, j'ai un actif qui est moins gourmand, j'améliore son intensité carbone, mais si je double mes actifs, j'augmente à nouveau encore la barre brune ici. Donc c'est pas intéressant. Donc vous avez quand même énormément d'histoires racontées par... et ça, ce que je vous dis là, c'est pas seulement les financiers. Hein. L'État, aujourd'hui, quand il met 1 dans le vert, il met au moins 1 dans le brun. Hein. Le bouclier tarifaire, subventionner le fioul et l'essence comme aujourd'hui. Je ne me prononce pas sur le fond, est-ce que c'est bien, pas bien de le faire dans le contexte. Je vous dis juste, la réalité, c'est que quand on met 1 dans le vert, on met au moins 1 dans le brun. Donc on ne transitionne pas, évidemment. Donc les entreprises, c'est la même chose. Quand Patrick Pouyanné, le PDG de Total, nous dit qu'il diversifie dans les énergies renouvelables, il met effectivement dans le vert, mais il met aussi constamment dans le brun, puisqu'il développe aussi, il fait ICOP en Ouganda, et il a des projets de développement de champs pétroliers en Arctique. Okay, donc les entreprises, l'État et les financiers, tout le monde est ici, dans l'addition, et personne ne regarde vraiment la transition, en fait. Et donc, là, c'est une slide que j'ai piquée à Jean-Marc Jancovici, de son cours des mines. C'est juste pour vous dire que c'est assez profond, en fait. Hein.
parce que lui, donc, il a la projection de l'histoire que je vous raconte là. C'est beaucoup plus joli. Je crois que c'est la consommation par tête de pipe. Alors, je ne sais même pas où on est. On est en France. En tout cas, l'idée du graphe, c'est la suivante. C'est, vous voyez, malheureusement, on n'a fait qu'additionner, en fait. À chaque fois qu'on a une énergie nouvelle, on l'additionne, d'accord? Et ça, c'est expliqué assez bien. C'est Jean-Baptiste Fressos, l'historien des sciences, en rend bien compte. Et donc, on est dans une logique d'addition. Dès qu'on découvre un truc, c'est super sexy, on rajoute, etc. Et il pointe d'ailleurs que les gens s'excitent, les politiques et les journalistes, sur le petit truc nouveau, là, les énergies renouvelables. Et donc, quand on parle de transitionner, il ne faut pas se verser d'illusions. On a affaire à un défi majeur. Dans l'histoire de Sapiens, vous voyez, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais dit, tiens, on va renoncer à des énergies. On ne l'a jamais fait. Donc, ce n'est pas quelque chose de trivial. Bon, à part pour le bois, ça sert plus tellement, on ne chauffe plus tellement en bois en France. Mais sinon, la logique, c'est vraiment une logique d'addition. Donc, résultat des courses, dans tous les trucs un peu à la mode dont on entend parler, donc ce qui est repris maintenant constamment, c'est ce qu'on appelle le net zéro. Donc le net zéro, c'est, bon, ça parle à tout le monde. Ça veut dire que, puisque je parlais de budget carbone un peu plus tôt, merde. Ici, vous voyez, le raisonnement est assez simple, hein. Si vous avez 420 gigatonnes encore possible et que vous êtes sur un rythme manuel de 36 par an, bon, ça veut dire que vous avez 12 ans pour résoudre le problème. Pas pour, on n'a pas 12 ans et on commence à bosser. On a 12 ans pour résoudre le problème, à ce rythme de dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, la logique du net zéro, c'est qu'en 2050, il faut arriver à zéro, net. Et ici, vous avez... donc ça, c'est la science qui vous le dit. Ça, c'est le GIEC, pour le coup. C'est pas une vue de l'esprit. Alors là, on voit très très mal, mais c'est une slide qui vient d'un rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est le big boss. Autrefois, c'est des gens qui étaient pro-pétrole, hein. Donc il faut voir un peu la révolution culturelle que ça représente d'avoir en octobre 2021 l'Agence internationale de l'énergie qui sort un rapport qui s'appelle... Merde, j'ai pas mis le titre du rapport. Qui s'appelle net zéro quelque chose. Et eux, vous voyez, quand ils parlent de net zéro, assez logiquement, à partir d'où on est, il faut aller à zéro. Ça paraît logique, hein. Parce que les scénarios net zéro qu'on vous vend, en général, on commence par... C'est comme si on descend du Mont Blanc pour aller dans la vallée, et les gens vous raconter qu'il faut commencer par faire l'Everest. C'est pas, a priori, le chemin le plus court. Et donc là, alors ce qui est complètement illisible ici, c'est que dans le scénario de l'AIE, encore une fois, qui est le super patron, l'autorité morale des producteurs d'énergie dans le monde, c'est que, vous voyez, dès 2021, c'est-à-dire tout de suite, immédiatement, qu'est-ce qu'ils ont dit en octobre 2021? Ils ont dit tout de suite, no new oil and gas fields approved for development. Plus, hein, c'est logique. Vous vous rappelez, on a dit qu'on voulait baisser. Bah, et pour baisser, il faut serrer le robinet. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ouvrir le robinet et espérer baisser, non? Ça paraît évident. Pas pour tout le monde. Mais donc, en tout cas, pour l'AIE, c'est évident. Ils ont dit, plus de développement de nouveaux champs pétroliers ou de gaz approuvés. No new coal mines or mine extension, on n'augmente plus les mines de charbon. Et puis, un phasing out. Et d'ici 2030, donc ça c'est des trucs qu'on trouve en 2030 et en 2050. Enfin, ils ont dit des choses extrêmement fortes. Et donc vous avez un alignement de ce que dit le GIEC, hein, donc qui se prononce que sur la science du climat, et par exemple une autorité comme l'AIE. Et donc, pour nous, quand on nous parle de net zéro, on pense forcément à des plans contraignants. Hein, si moi je vous vends un scénario net zéro, si je vous dis que je suis sur une trajectoire net zéro, ben, je dois avoir un plan contraignant, des étapes intermédiaires quantifiées, et je dois être contrôlé. Je vous présente quelque chose comme ça. Okay, eh bien, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça qu'on a dans la nature. Hein. Dans la nature, malheureusement, le problème du net, c'est que 0 plus 0, ça fait 0. Mais plus 10, moins 10, ça fait aussi 0. Mais aussi moins 30, plus 30. Et donc, en fait, chacun, dans le net zéro, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, vous connaissez le film. Le net zéro, c'est la barre bleue, là. On est effectivement à zéro en 2050.
Ça, c'est les promesses de l'accord de Paris, que moi j'appelle le désaccord de Paris. Hein, puisqu'à Paris, on a été d'accord pour dire qu'on n'était pas d'accord et que chacun proposait, indépendamment des autres, quelque chose, ce qu'on appelle des contributions. Mais c'est un désaccord de Paris. Donc les promesses, elles sont là, insuffisantes, et les promesses qui sont insuffisantes, elles ne sont pas respectées. D'accord? Donc le net zéro, ça commence par faire toujours plus de carbone. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et donc, vous constatez ça. Là, j'ai pris que les banques, parce que c'est essentiel, parce que les banques créent la monnaie dans notre système. Donc, c'est quand même... elles ne recyclent pas l'épargne, les banques, elles créent la monnaie. Et donc là, vous avez le rapport des ONG qui s'appelait Banking on Climate Chaos. Il faut remarquer que sur la période 2016-2021, qui a suivi donc l'accord de Paris, vous vous rappelez Fabius avec le petit maillet, pif, pleurant. On pleure, mais depuis, on a mis 4 500 milliards... on a investi 4 500 milliards dans le financement des énergies fossiles. Et il y en a là-dedans 130 milliards qui sont le fait des banques françaises. Et donc, c'est pas juste les ONG c'est pas juste les ONG islamo-gauchistes de Banking on Climate Chaos qui le disent. La BCE, en juillet 2022, il y a quelques mois, sort à l'occasion d'une des études qui parlent de leur stress test climatique. Ils écrivent « Près des 2/3 des revenus que les banques tirent de leur clientèle de sociétés non financières provient de secteurs à forte émission de gaz à effet de serre. » Juillet 2022. Okay, la situation du moment, c'est ça. Okay, les banques, 2/3 de leurs revenus proviennent de clients corporate qui sont considérés à haute intensité carbone. Bon, voilà. Donc, maintenant, je me replonge dans la finance et je voudrais reprendre ce petit modèle que vous avez sûrement peut-être rencontré. C'est ici en abscisse, on met le risque et en ordonnée, on met le rendement. Et donc, donc, un actif est représenté par un couple de risque-rendement. Et donc, on a... Alors, évidemment, c'est un schéma, mais enfin, c'est un schéma très profond parce que c'est celui qui régit la finance, hein, de toute la finance. D'accord ? Alors évidemment, le sujet, il est là. Hein, comment j'évalue le risque? Il n'y a pas forcément de consensus là-dessus. Et c'est très bien que extrapoler le passé, c'est pas du tout éclairer le futur. Et là, on est aussi dans une espérance de rendement. Donc la complexité des marchés, elle est ici et là, et sur éventuellement trouver des consensus ou pas. Mais en tout cas, ça reste complètement valide comme modèle. Vous allez voir votre banquier. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il essaie de déterminer ce qu'il appelle votre seuil de tolérance. Il vous fixe ici donc à un niveau de risque. Est-ce que vous, en fonction de votre profil machin, et après, il essaie de trouver un choix qui optimise le rendement espéré du produit qu'il vous vend. C'est la logique. Et donc ici, ça s'appelle une courbe efficiente. Au sens de Pareto, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, ce point-là, il va intéresser personne. Pourquoi? Parce qu'il est dominé à risque constant, il est dominé par un autre qui a un rendement supérieur, ou, on peut le voir différemment, à rendement égal, il y a un produit qui a un risque inférieur, d'accord? Et donc, ça vous donne cette courbe d'efficience. Mais tout ça pour dire que cette logique de risque-rendement, elle est quand même, c'est la boussole des marchés financiers en réalité. Hein, ça viendrait l'idée de personne. Si je vous dis que vous avez un produit à 4%, qui vous rapporte 4%, et un autre produit à 4%, mais que l'un est 2 fois plus risqué que l'autre, bah, votre choix est vite fait, quoi. Hein, les marchés sont arbitrés sur la partie sans risque, les marchés sont arbitrés continuellement. Hein. Donc, ici, l'autre truc que je voudrais dire qui est évident, c'est que quand on regarde ce graphe, alors ça vaut aussi pour les entreprises qui sélectionnent des projets. Elles vont prendre le projet à risque constant qui est le plus rentable. Mais le point qui m'intéresse ici, c'est de voir que la rentabilité espérée de l'investisseur, c'est le coût du capital de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle vend un titre financier, que ce soit une action ou une obligation, elle a évidemment intérêt à minimiser le coût du capital. D'accord ? Vous allez voir un banquier, là, vous avez un projet immobilier, vous voulez acheter un bien immobilier. Bien. En général, les gens ils font la tournée des banques pour regarder qui prête le moins cher. Okay ? Vous cherchez à minimiser votre coût d'emprunt. C'est ce que font les entreprises. Hein, ça s'appelle minimiser le coût du capital. Inversement, l'investisseur, il cherche à maximiser son espérance de rendement. Hein. Et puis quand l'offre et la demande se rencontrent, il y a un deal, c'est bon, vous avez un prêt, la banque vous a prêté. Mais donc, le vendeur et l'acheteur, donc ça c'est tout à fait universel, sont dans des sens opposés. Il n'y a pas de...
c'est pas très mystérieux de ce point de vue-là. Le problème, c'est que dès qu'on a reconnu ce mécanisme assez fondateur des marchés de capitaux, c'est que pour accélérer la transition, il faut augmenter l'attractivité relative des titres verts par rapport aux titres bruns. Okay, ici, imaginez que j'arrive à faire sortir un titre au-dessus de la courbe là. Au-dessus de la courbe, bah, tout le monde le prend, hein, puisqu'il domine à risque égal, il domine, donc tout le monde se jette dessus. Okay, donc, si je peux améliorer l'attractivité d'un titre vert par rapport à un titre brun, j'ai tous les investisseurs du monde avec moi. Donc, il faut augmenter ce qu'on appelle le rendement ajusté du risque. Pas de chance pour accélérer la transition, c'est-à-dire inciter les entrepreneurs de projets verts à les lancer, les inciter à décarboner, il faut baisser le coût du capital. Ah, donc, ça veut dire que sur ce dessin-là, baisser, ça veut dire d'être sous la courbe, d'accord? Et donc, on a d'emblée ici une vraie difficulté. C'est ce qu'on appelle une impasse de type double bind. On peut pas, c'est impossible en fait, d'accord? On peut pas bouger comme ça. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est pas connu, hein. Je cite le livret A parce que ça parle aux gens. Tout le monde a un livret A. Bon, tout le monde a bien conscience que quand l'État baisse le livret A, les épargnants Queen, ils n'aiment pas. Bah, ils n'aiment pas que la rémunération de leur livret soit baissée. Ils perdent. Et pourtant, quand on fait ça, on améliore le coût de financement du logement social. C'est bien. Donc, c'est bien pour les bailleurs sociaux, c'est mauvais pour les épargnants. Il n'y a pas de win-win. Le truc win-win, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est double bind. Alors, donc, quand c'est l'État, quand c'est un taux administré, on peut trancher et bouger, mais les marchés ne font pas ça spontanément, naturellement. Donc, effectivement, au départ, on a un problème. Comment monter et baisser en même temps un paramètre unique, ça paraît compliqué. Alors ici, on rajoute une difficulté. C'est que dans la vraie vie, la transition, ça coûte. D'accord? C'est ce que j'appelle la prime verte de la transition. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc ça, intuitivement, nous, on le sait tous. Les gens, ils le savent. Les gens qui achètent j'utilisais souvent cet exemple, les gens qui achètent du café bio, ils payent jusqu'à 30% plus cher au kilo le café. Okay, c'est-à-dire pour avoir un service supplémentaire, en l'occurrence, c'est que les petits producteurs puissent vivre dignement de leur travail, les gens sont payés à payer plus cher. Le bio, c'est exactement comme ça. En moyenne, ça coûte plus cher que le pas bio. Les gens sont prêts à payer pour avoir un service supplémentaire. Le Carsten Roll, c'est quelqu'un qui commentait une étude réalisée en 2018 pour le BDI, le Bundes, je ne sais pas quoi, c'est énorme. C'est la fédération de l'industrie allemande, donc énormissime. Et donc, il disait que 80% des investissements décarbonés ne sont actuellement pas avantageux. Ça veut dire pas rentable, donc on ne les fait pas. 80%. Okay, forcément, il y a un surcoût. Bon. Et donc, on ne fait pas. Bill Gates, dans son bouquin How to Avoid a Climate Disaster, sorti en 2021, il dit si les gens devaient retenir une seule chose de mon livre, réduire les primes vertes est la chose la plus importante que nous puissions faire pour éviter une catastrophe climatique. Alors lui, il balaye tous les secteurs de l'économie, de la construction, la mobilité, l'alimentation, et il vous fait le surcoût secteur par secteur. Okay, donc tout est plus cher, forcément, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va vraiment loin dans le truc. Hein. Il donne l'exemple, par exemple, du secteur aérien. Alors, on imagine un secteur décarboné, par exemple, il y a plusieurs pistes, il n'y en a pas une. Ça veut dire que, par exemple, les compagnies aériennes fonctionneraient avec du biofuel. Je ne me prononce pas sur le fond, savoir si c'est une bonne idée ou pas. Je pense que dès qu'on parle de biocarburant, on est dans la difficulté parce que, bon. Mais bon, il dit, voilà, c'est une augmentation de 140% des coûts d'approvisionnement, ce qui est le poste pour une compagnie aérienne. Et donc, ça ne se fait pas. Hein. Si ça ne se fait pas, c'est que c'est plus cher, c'est que c'est beaucoup plus cher. La compagnie qui le fait, elle ne peut pas transférer ça dans le prix des billets d'avion, elle met la clé sous la porte, c'est terminé. Donc, ça ne se fait pas. Donc, on ne transitionne pas. Et donc, cette logique du surcoût, elle est tout le temps, partout. C'est le sujet, en fait. Vous avez Roux de Bézieux, le patron des patrons, qui dit, en 2022, c'est pas vieux, hein, produire plus vert est plus onéreux, sinon nous l'aurions fait depuis longtemps, sans surprise. Nous sommes toujours à la recherche d'économies de production. Cela revient plus cher en investissement et en coût de production. Là aussi, comment repasse-t-on cela dans la chaîne de valeur? Les Français souhaitent tous consommer plus vert, mais ils ne veulent pas en payer le prix. Objectivement, le débat présidentiel de ce point de vue a été très mauvais, puisque personne n'a dit les vérités. C'est clair.
Et là, je cite aussi, parce que tout le monde est dans le même sens, en fait. Là, c'est 150 entrepreneurs du textile français qui ont écrit une tribune dans Le Monde. C'est pareil, c'est pas vieux, c'était en 2021, pour dire, pour eux, ils parlent de Primovis. C'est la même prime hein, que celle de Gates. Elle n'est pas différente. C'est simplement, eux, ils disent, nous, on a un engagement environnemental qui nous défavorise pécuniairement. Alors que les pollueurs ont une prime. Ils appellent ça la Primovis. C'est la même prime que celle de Gates. C'est plus cher de produire proprement ce qu'on produit salement. C'est une évidence. Et pour finir, pour quand même mettre un financier, parce que là, c'est que des entrepreneurs, c'est que l'entreprise qui vous parle et qui est à l'unisson. À l'unisson. Je mets un mot qui est pioché dans le rapport Perrier, qui est sorti, le rapport qui est sorti début d'année 2022, février. Et il nous dit la difficulté actuelle des entreprises n'est pas de trouver des fonds privés pour financer leurs projets verts, mais d'être en mesure que ces projets soient suffisamment rentables et justifient financièrement les moyens engagés par l'entreprise. Donc, c'est clair, non? Le sujet, ce n'était pas la liquidité, c'est le coût de la liquidité. Hein, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du coût du capital pour l'entreprise, l'exigence de rentabilité. Bien, le financier Yves Perrier, président honorifique d'Amundi, vous dit exactement la même chose. Donc, elle est là, l'impasse. Donc, en fait, c'est pire que ce que je vous ai montré, avec les flèches où il fallait monter et descendre. En fait, naturellement, de manière native, l'actif vert, il est plutôt là, pas efficient, le pauvre. Parce que, justement, il faut prendre en compte le surcoût. C'est très cher. Et donc, je continue avec Perrier. Il dit dans le même rapport, l'actionnaire épargnant est l'autre acteur. L'autre acteur, alors l'autre, donc il y a le consommateur, okay, jusqu'à un certain point, et il y a le contribuable, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire le contribuable. Souvent c'est le même, hein, parce que le contribuable est aussi le consommateur. Ça fait beaucoup. Hein. Et donc l'actionnaire épargnant est l'autre acteur pouvant supporter une part du coût de la transition par une diminution de la rentabilité du capital. C'est clair, non ? Il semble en effet logique, à partir du moment où on intègre l'externalité carbone, que cela se traduise par une moindre rentabilité du capital. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il dit. C'est fort, c'est clair, mais c'est pas fait. Il n'y a aucun mécanisme qui le fait, par contre. On pourrait s'attendre à ce que la finance verte, justement, s'attaque à ce sujet. Ce n'est pas le cas. Alors là, je vous dis juste, qu'est-ce qu'on fait quand on est là? Parce que vous allez me dire, mais il y a quand même, il y a quand même des éoliennes, on voit quand même ces énergies renouvelables et du financement qui va avec, oui, parce que quand vous êtes là, pour sortir de l'impasse, vous pouvez, il faut monter, hein. Monter, faut grimper, ça s'appelle une subvention, ok. Alors, les énergies renouvelables en France, minimum 60 milliards d'euros d'argent public, le rapport de la Cour des comptes de 2018 disait 120, et parce qu'il prenait l'ensemble des trajectoires jusqu'à la fin des garanties de rachat. Ça marche à partir de garanties de rachat électriques, en fait. Vous garantissez des tarifs de rachat. Et donc, dans l'analyse de la Cour des comptes, il y en avait pour 120 milliards d'euros. Hein. Donnez-moi 120 milliards d'euros et je peux vous faire des actifs investissables, il n'y a pas de souci. Et l'autre solution, c'est ce qu'on appelle le dérisking. Alors là, on se balade horizontalement, ok. Je prends des garanties, voilà, l'État vous donne des garanties, voilà. Dérisking, subvention, et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on peut se dire que c'est bien, moi ça me va très bien que l'État français soit l'investisseur en dernier ressort ou en premier ressort plutôt social et environnemental. Le problème c'est la limite. Parce que là, toutes les mains se tendent, qui pour les batteries, qui pour l'hydrogène vert. Hein, quoi qu'il en coûte, non, c'est fini le quoi qu'il en coûte, le problème. Donc, on cote quand même, je citais le chiffre de l'Institut Rousseau qui cotait le besoin à 2% du PIB par an. Il y a des gens qui disent 150 milliards par an. C'est beaucoup d'argent et c'est même trop pour l'État. Hein. Macron a annoncé il y a quelques jours qu'il allait donner 10 milliards. 10, c'est un peu loin de 150 par an. Et donc, le problème, donc, c'est qu'on est complètement coincé par cette logique de rentabilité ou d'absence de rentabilité. Et donc, oui, on peut rendre certains actifs investissables, okay, bancables, comme on dit. À ce moment-là, vous avez tout le marché avec vous. Hein. Ce n'est pas des investisseurs verts, c'est juste des investisseurs. Il y a tout le monde. Et donc, oui, on peut, mais le problème, c'est qu'on a vraiment des problèmes. Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments,
Pourquoi ça avance pas en France? C'est un énorme poste pour les émissions de gaz à effet de serre. En Europe, c'est coté à 275 milliards par an d'ici 2030 comme besoin. Vous imaginez, c'est pas une paille. Donc là, j'ai mis la jeune Alizée, les gens de dernière rénovation qui sont super motivés et qui martèlent ce poste, la rénovation thermique des bâtiments. Pourquoi ça ne progresse pas? Parce que c'est juste pas rentable. Il n'y a aucune rentabilité, ça n'intéresse personne. Il y a un reste à recherche qui est très important pour les particuliers. Et donc ça n'avance pas. Vous n'avez pas un business qui s'est mis là-dessus et ça ne progresse pas. L'adaptation, donc, c'est pire que l'atténuation. L'atténuation, vous avez comme les ENR, vous avez des cash flows. Dès que vous avez des cash flows, bon, en boostant un peu, en les subventionnant, en traficotant, on arrive à faire des choses. Mais l'adaptation, qu'est-ce qui va payer pour... Tiens, qu'est-ce qui va payer pour la digue que je vais mettre là pour vous protéger du raz-de-marée? Ça intéresse personne de payer. Donc l'adaptation, tout d'un coup, quand vous avez le HCC qui fait des études, on se rend compte qu'on est hyper en retard. Bah oui, ça intéresse personne l'adaptation. Même en France, un pays riche, ça adapte. Donc on est très en retard, en effet. Pertes et dommages, le gros mot qui a été prononcé à la COP 2026, les pauvres pays là qui sont ruinés, le Pakistan, je sais pas, 10 millions de déplacés, 30 milliards de dégâts. Un pays pauvre, c'est beaucoup, 30 milliards de dégâts, on n'est pas aux États-Unis. Donc ils demandent de l'argent. Monsieur, parce que le Pakistan, c'est 1% des émissions, et c'est chez eux qu'il y a eu ces inondations invraisemblables cet été. Donc ils subissent les dégâts du réchauffement climatique qu'ils n'ont pas causé. Bon. Donc ça s'appelle pertes et dommages. Là, 2027, je n'ose même pas en parler. Et donc, ils demandent tout simplement de l'argent pour reconstruire, pour réparer. Là, il n'y a aucune rentabilité. C'est même plus un investissement. C'est une dépense. Alors, la biodiversité, je ne vous en parle même pas. De temps en temps, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « on ne comprend pas, il n'y a pas d'argent pour le crapaud à pois jaune et à pois bleu. » Ah oui, en effet. C'est difficile d'attacher des cash flows aux crapauds à pois jaune et à pois bleu. Donc, là, on est vraiment dans le dur. J'ai appelé ça l'éléphant dans la pièce, parce que tous les gens qui vous parlent de finances vertes, ils ne vous parlent jamais de prix, jamais de rentabilité, jamais de ce sujet-là. On est dans une espèce de, je ne sais pas, dans un monde un peu différent, décalé, et pourtant, c'est le cœur du problème. Ici, donc on arrive au nœud gordien, ce que j'appelle le nœud gordien qui n'a pas été tranché. C'est ce qu'on appelle, on a déjà vu la logique de maximisation, maximisation du risque, du rendement ajusté du risque. Et ce qui va avec, c'est la responsabilité fiduciaire. La responsabilité fiduciaire, ça veut dire que si vous me confiez 100, là, ben, je dois pas faire bien. Ça ne veut rien dire bien pour un financier. Je dois faire le mieux possible. Et à la fin de la journée, si vous êtes comme PGGM, un fonds de pension néerlandais, le deuxième plus gros, donc s'il confie de l'argent à BlackRock, il en met un petit bout ici, un petit bout là, il a différents géants d'actifs, parce qu'ils ont beaucoup, c'est gros, donc ils ne font pas ça pour compte propre, ils délèguent donc à des sociétés de services qu'on appelle des gestionnaires d'actifs. Et à la fin de l'année, on relève les copies. On regarde qui a bien fait, qui a mal fait. Et là, c'est pas je t'aime bien, t'es mon pote, c'est pas ça. PPGM, c'est des gens tout à fait sérieux. Ils ont des bénéficiaires eux-mêmes, c'est des retraités. C'est-à-dire que c'est des pays où les retraites sont capitalisées sur les marchés financiers, et donc ce n'est pas une question de bien ou de mal. Les gens dépendent de ces revenus pour vivre. Et donc ils sont dans une logique, effectivement, de maximisation. Et la responsabilité fiduciaire, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. D'accord? Et donc, pour ne pas déformer les propos, parce que quand je dis ça, les gens tombent à la renverse. Ah, ça a l'air un peu raide, oui. Et donc, ce que nous dit, je vous demande, je peux lire ce que dit PGGM, parce que c'est assez explicite. Donc, il parle de zone verte. Il y avait une zone grise, c'était pas bien, c'était avant. En fait, c'est la même chose que la zone verte, mais c'est pas grave. Vous pourrez lire vous-même. C'est dans une revue de stabilité financière de la Banque de France. Une petite fête sur la finance verte. La zone verte est la zone responsable. Les investisseurs de cette zone font de leur mieux. C'est eux. Ils font de leur mieux quand même. Pour contribuer à un monde plus durable, à condition que ce ne soit pas au détriment de la performance attendue par leurs bénéficiaires. Gros bémol. Dans cette zone, l'idée est de contribuer au rendement sociétal aussi longtemps que cela n'affecte pas le rendement financier individuel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, du coup. Puisque nous, on a vu que si on contribue, on affecte le rendement financier individuel. Sinon, pour zéro, on n'a pas grand-chose. Dans cette zone, bon, je ne dis même pas, c'est pas intéressant. La zone rouge, par différence, c'est intéressant pour comprendre en creux en bosse. Dans cette zone, la contribution au bien collectif se fait en sacrifiant une partie du bien individuel. L'horreur.
Cela se traduirait par une réduction de la pension de retraite des bénéficiaires afin de contribuer à un monde durable. C'est la zone de la tragédie des biens communs et de la tragédie de l'horizon, pour reprendre l'expression de Marc Carnet. Cette option ne relève pas du mandat des gestionnaires de fonds de pension. C'est clair, non? Pas un point de base, pas un euro pour... vous voyez, c'est vraiment des gens super straight, hein, je veux dire, et eux, ils ne tournent pas autour du pot, qui vous disent vraiment avec une candeur absolue, pour ceux qui savent lire, que les incitations du système font que, là où il faudra investir, pour justement annuler ce qu'on appelle la tragédie des communs, enfin, c'est d'ailleurs pas la tragédie des communs, mais la tragédie de l'accès libre, et ben, ils ne peuvent pas, justement. Ils sont empêchés de le faire, ils ne peuvent pas le faire. Donc ça, c'est le nœud gordien. Et du coup, oui, je vous ai mis ça au passage pour comprendre, là j'ai l'air d'être un peu théorique, tout ça, donc je donne un petit cas concret pour le quiz de fin de conférence. Le 13 janvier 2022, le gouvernement français a exigé de EDF, ils le peuvent, ils sont ultra majoritaires dans EDF, a exigé que EDF augmente de 20% le volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents. C'est le mécanisme qu'on appelle l'Arenh, qui est ultra critiqué. Et donc l'État a dit qu'il faut vendre plus d'électricité, ça tu t'expliqueras aux gens, à prix cassé. C'est à prix cassé pour eux. Donc, bon, là, je ne me prononce pas sur le fond. Est-ce que c'était bien, pas bien de le faire? Bon, ce mécanisme est ultra critiqué, il pose plein de problèmes. Je vous dis juste ce qui s'est passé sur le marché pour vous faire comprendre. On pourrait se dire, ah, c'est l'intérêt général, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État. Il faut savoir que cette histoire n'est pas terminée. Les syndicats attaquent, l'entreprise, il faut le faire, EDF attaque l'État. Quand on est une entreprise publique, c'est pas évident d'attaquer l'État, mais enfin bon. Parce qu'il y en a pour 8 milliards. Hein, le préjudice, c'est 8 milliards d'euros. Donc, résultat, vous voyez l'annonce, moins 23%. OK ? Alors là, on pourrait se dire, ouais, l'État, il ne nous a pas raconté l'histoire à la PGGM, il a pris ses responsabilités, il a œuvré pour l'intérêt général. Oui, mais les actionnaires privés, ça, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, moins 23%, c'est ce qu'on appelle un crack en finance, hein, comme ordre de grandeur. On perd un quart de la valeur, ça ne fait pas rigoler les gens en général. Donc, un crack. Et puis, fin de l'histoire, comme vous le savez, nationalisation en cours. Donc, ça veut dire, on sort du marché. C'est bien de le reconnaître, hein, le marché n'est pas compatible, l'intérêt général fait assez mauvais ménage avec des investisseurs privés qui ne vont pas lâcher comme ça 1 milliard aux concurrents. Je ne me prononce pas sur le fond, je donne la lecture du point de vue du marché. Et donc là, peut-être, on est au cœur du sujet, puisque vous vous intéressez à la finance verte ou à la finance durable. La bifurcation, elle est à ce moment-là, elle est là. Une fois que vous savez ça, une fois que vous êtes là, eh bien, vous avez soit le choix de faire comme PGGM, en disant que vous ferez de votre mieux, mais ce qui est un truc complètement vidé de substance, ce qui ne veut rien dire en fait. Dans ce cas-là, on a vidé complètement de substance l'engagement pour la durabilité, puisque je ne suis pas prêt à mettre un point de base ou 1 euro dedans. Donc, c'est un fantasme, c'est une vision complètement théorique et vide de sens. Donc, soit vous êtes là, et donc vous avez tout le greenwashing qui va avec, systémique, hein, soit vous acceptez, et dans ce cas, parce que vous êtes des gens sérieux, vous voulez une contrepartie. Hein. Si vous lâchez, c'est tout à fait normal, vous êtes en droit de recevoir une contrepartie. D'accord ? La contrepartie, elle peut être strictement morale, comme autrefois. Les Quakers, les origines de l'investissement responsable, c'était l'exclusion. C'était, je ne vais pas financer la pornographie, l'alcool, pour de bonnes raisons hein, aussi. L'alcool faisait des ravages sociaux, et donc c'est tout à fait légitime de ne pas vouloir que son argent soit employé à développer ces sociétés-là. Okay ? Moyennant quoi, la contrepartie morale dont je parle, c'était sa place au paradis. Ce n'était pas un changement systémique. Les gens savaient que leur voisin, lui, il allait acheter l'action machin chose. Enfin, ces gens n'ont jamais pensé changer le monde. Il s'agit de morale individuelle. Okay ? Donc moi, je trouve ça tout à fait légitime. Et moi, ce qui m'intéresse, vous vous rappelez, c'est moins de brun et plus de vert. Donc ça n'a pas de rapport avec une place au paradis.
Et donc ça existe encore. Alors aujourd'hui, la pornographie et l'alcool ont été remplacés par le pétrole. Mais le problème, c'est que comme là, il faut assumer un coût d'opportunité, hein, parce que si vous n'êtes pas dans le pétrole, et si, comme c'est le cas aujourd'hui, les actions du pétrole explosent en bourse, vous avez un manque à gagner. Donc il faut assumer. Et donc, le fait d'assumer ça, c'est pour ça que cet investissement responsable, il a toujours été banni de Wall Street. C'est invendable. Vous ne pouvez pas vendre ça à PGGM. Vous ne pouvez pas vendre ça aux bénéficiaires de PGGM. Eux, ils doivent maximiser. Ils ne peuvent pas renoncer. Si c'est ExxonMobil qui double en bourse, ils ne peuvent absolument pas renoncer à ce gain-là. D'accord ? Et donc ça, aujourd'hui, cette proposition, elle existe. Elle est epsilonesque. OK ? Epsilonesque. Or, je vous rappelle, notre problème, pour parler d'ordre de grandeur, comme Jean Covici aime bien le faire, notre problème, il n'est pas epsilonesque. Il se compte en milliers de milliards. Donc, vous avez l'exclusion historique là-dedans, vous avez la finance solidaire, les fonds 90-10, j'aime bien citer, parce que j'adore ce produit. Je trouve vachement honnête. Vous voyez, pour les gens 90-10, ça veut dire quoi ? Vous donnez 100, il y en a 90 qui sont investis dans le marché normalement, donc là, encore une fois, aucune volonté de changer le monde, je suis dans le système, je mets 90 dans le système, je peux même... je maximise dans ce cas-là, je les mets chez Larry Fink, chez BlackRock, et 10 qui sont donnés pour des projets avec un bénéfice social. Et là, dans mon esprit, alors en France, on n'a pas le droit de dire que c'est moins que zéro, donc on parle de ROI faible, mais dans l'esprit des gens, c'est zéro. Vous exigez aucune rentabilité du projet avec un bénéfice social. Okay, vous donnez 100, si on vous rend 100, vous êtes content. Et donc ça, c'est super, c'est transparent, et ça vous montre en creux que quand on dit quelque chose quand même de fort, parce que rien que 90-10, ça fait que ça, en encours, c'est quelques milliards. Et pour la partie des 10% qui vont vers les projets, depuis que ça existe, on compte en centaines de millions d'euros. Vous voyez ? Donc d'un côté, on veut des milliers de milliards, et là, on est en centaines de millions d'euros. Vous voyez ? Alors, Jancovici, ça fait 10 puissance combien entre les deux ? Voilà. Et puis, le dernier que je mettrai ici, c'est la finance à impact, mais la vraie. Parce que comme le mot est à la mode, elle est déjà bouffée par tous les gens qui sautent d'une monture à l'autre. Et la vraie finance à impact, si vous prêtez avec un objectif de rentabilité moins faible, mais toujours mesuré, et si vous êtes dans le do not harm et que vous convenez avec l'entrepreneur d'avoir un objectif mesuré dans le temps, etc., là, vous êtes, c'est quelque chose qui est pertinent. Sinon, alors j'ai rajouté le deuxième point parce que il y a des gens qui disaient, mais Julien, tu oublies les startups. Ah oui, d'accord, ok. Alors, les 2-3 startups qui sont de contre-exemple à tout ça, ok, je les mets là, mais encore une fois, on est dans un epsilon. Okay, la décarbonation, ce ne sont pas des startups vertes. Okay, vous allez voir ArcelorMittal, ils ont dit que la décarbonation de leur plus grosse usine, leur plus grosse aciérie dans le nord de la France, c'est 5 milliards d'euros. Okay, donc, on n'est pas du tout sur le même sujet. Soit sinon, vous êtes dans le verdissement de la finance. Alors, avant de passer à des exemples de verdissement de la finance, je voudrais juste revenir une seconde sur l'exclusion, parce que, pour dire... donc, alors, je fais quand même remarquer que l'exclusion, si vous vous rappelez, c'est l'inverse de financer la transition. Vous vous rappelez, nous, on veut baisser le brin et augmenter le vert. L'exclusion, ça ne fait pas ça. L'exclusion, ça dit, je ne serai pas dans le brin, donc ça ne ferme pas le robinet particulièrement, ça laisse les autres le financer. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai au niveau des entreprises, des actifs économiques réels. Je donne l'exemple ici de Dong, parce que qui est devenu Ørsted, c'est des Danois. En 2007, ils sont devenus Ørsted. Et vous savez, les Danois, ils sont vachement forts. Maintenant, c'est des champions de l'éolien. Mais quand ils ne sont pas passés de Dong Energy à Ørsted, en fermant leurs actifs fossiles. Ils les ont vendus à une autre entreprise industrielle qui les exploite. Okay, donc, prendre l'économie et puis faire des paquets, reformater l'économie en mettant des paquets verts et des paquets... On n'a rien fait. On n'a pas touché à nos barres, on n'a pas travaillé en faisant ça. C'est vrai pour les entreprises et c'est vrai pour les financiers. L'actif financier que vous n'achetez pas, s'il est acheté par le voisin, ce qui est le cas, hein, ça n'aura pas d'impact, en fait. D'accord ? Donc, l'exclusion... ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Ça ne marche pas. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple, que quelqu'un m'amène un contre-exemple. Là, j'ai mis le tabac. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de fonds qui excluent le tabac pour de vrai.
mais le tabac, donc on nous annonce au XXIe siècle, le nôtre, celui-là, 1 milliard de morts du tabac. Bon, si vous trouvez que l'exclusion par les financiers fonctionne, 1 milliard de morts dus au tabac au XXIe siècle. C'est ça qu'on annonce. Bon. Et c'est des boîtes qui ont fait 500 à 600 milliards d'euros de revenus l'année dernière. Bon. Si vous trouvez qu'on a résolu le problème du tabagisme, je ne crois pas. Et donc, ici, il faut savoir que donc, vendre, encore une fois, ce bénéfice moral, tout à fait légitime, vous avez le droit, je ne dis pas qu'il faut acheter du tabac ou du pétrole, je dis juste qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur l'impact. Okay, ce type-là, il monte des fonds, il rachète ces actifs-là, vous voyez. Alors là, c'est pour ça que le climat se tend, en ce moment sur ce qu'on appelle ESG investing, c'est parce que pour ceux qui ont pratiqué vraiment l'exclusion, en fait, ils ont eu une configuration de marché, bénéficié d'une configuration de marché assez favorable, où vous voyez le S&P, ça c'est le S&P 500 énergie, faisait pas grand-chose, voire était plutôt baissier. Et là, j'ai mis juste une référence, c'est Apple. Et puis là, bim, hop, ça se reconfigure. La vie de marché, c'est que ça. Hein. C'est que des tendances qui s'inversent, des machins, les valeurs de croissance, les ceci, les cela, on raconte des histoires. Évidemment, au moment du Covid, vous regardez les cours de Big Pharma, bam, au ciel. Donc, c'est que ça. Et donc, aujourd'hui, vous avez une situation où assumer de ne pas être investi dans le S&P 500 Énergie, c'est un coût d'opportunité élevé. Et donc, là, je préfère citer, je cite Patrick Pouyanné, mon idole, « Je n'ai aucun problème à financer notre business en Afrique. Si les banques françaises ne veulent pas, » donc il avait un petit peu l'ICOP dans la tête quand il disait ça, j'imagine, « si les banques françaises ne veulent pas, nous trouverons une autre banque. Le monde est grand, il y a plein de banques, américaines, japonaises, je rajouterai chinoises, by the way. Ne vous inquiétez pas, c'est un bon business, et quand vous avez un bon business, vous trouvez des banquiers. » Ben, vous pouvez parler banquier et maître investisseur, tout reste vrai. Et donc là, vous voyez, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que si on ne change pas les règles du jeu pour tout le monde, ben, il y aura toujours effectivement des candidats pour prêter aux pétroliers, pour faire de nouvelles explorations de champs en Arctique, comme on le voit aujourd'hui. Alors, sur l'étude des cas, là, je ne peux pas être trop long, parce que sinon, vous allez... Et donc, j'en ai retenu, parce qu'en fait, la complexité de la finance verte, c'est que c'est complètement protéiforme. Donc, je ne peux pas, après, en 3 minutes, balancer le truc, parce qu'il y a plein de propositions différentes, et souvent, ça a bougé, ça veut dire orthogonal, et souvent orthogonal entre elles. C'est-à-dire que la finance, j'ai mis cette phrase, j'adore, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Vous vous rappelez cette phrase d'À bout de souffle, de Godard? Eh bien, la finance durable, vous n'allez jamais vous faire foutre. Il y a toujours un fond pour vous. Hein. Donc, on raconte une histoire où, son contraire, il n'y a pas de sujet. Là, par exemple, vous avez vu, l'exclusion, si on ne prend pas, ben, l'engagement, c'est le contraire. Hein, on ne boude pas Pouyanné, au contraire, on achète Pouyanné, on va le voir, on va discuter avec lui, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc, il y a toujours l'obligation verte, c'est je veux un sous-jacent vert, je veux un projet vert. Le Sustainability Linked Bond, c'est pas besoin, on travaille sur le corporate. Donc, il y a toujours une solution pour vous, il n'y a pas de problème. Et souvent, d'ailleurs, quand je dis ça, je ne me moque pas, hein, c'est les mêmes fonds, les mêmes asset managers qui vendent à la carte, il y en a pour tous les goûts. Hein. Bon, il y en a qui ont des convictions qui sont que sur une stratégie, mais les gros, vous avez tout pour vous, tout. Vous voulez un truc, vous l'avez, il n'y a pas de souci. Il y a l'histoire qui va avec, il y a le fond qui va avec, il n'y a pas de souci. Okay. Donc là, je propose juste de parler de l'obligation verte, parce que j'aime bien cet exemple, parce que je le trouve ultra pédagogique et à la fois super simple. Puis c'est un petit peu le vaisseau amiral de la finance mondiale verte. Ben oui, premier bond vert émis en 2008 par la Banque mondiale. On est en 2022. Alors, premièrement, donc coup de chapeau, moi c'est comme ça, le premier papier que j'ai vu, c'était un papier d'attaque qui critiquait les obligations vertes en regardant les projets verts. Donc ça, c'est intéressant. C'est là où il peut y avoir un greenwashing de niveau 1. C'est-à-dire que le projet en question, qui est attaché au financement vert, en fait, n'est pas vert.
Et c'est là où la vigilance des ONG est tout à fait pertinente, et parfois, ce n'est pas trivial. Si je vous dis que je fais un barrage hydroélectrique, ah, vous allez me dire, énergie renouvelable, c'est bien, oui, mais il faut noyer la vallée, détruire 14 villages. Ah, donc, légitimement, ce n'est pas toujours un sujet simple, premièrement. Deuxièmement, donc, cette vigilance, elle est utile. Là, je vous donne un truc qui est sorti il y a seulement 5 jours. C'est la cellule d'investigation de... Donc, je dis, c'est pas inutile. C'est la cellule d'investigation de Vox Europe. Donc, ils viennent de sortir ce truc-là. Il paraît qu'ils ont travaillé 1 an et demi dessus. Alors, je vous en parle pas bien et pas parce que j'ai pas eu le temps de lire. Mais je vois que le dessin m'a suffi. C'est quoi le concept? Donc, c'est Michelin qui a levé une obligation verte. Et finalement, on se rend compte que... donc, c'était quoi le vert le projet vert lié à l'obligation? C'était de la reforestation. Ah oui, on plante des arbres, c'est sympa, non? Oui, le problème, c'est que c'est les mêmes qu'on déforestait avant. Ah, bon. Donc finalement, ça semble un peu tendancieux comme business. Donc ça, vous pouvez le regarder, hein, ça vient de sortir. Ça vaut sûrement le coup d'être exploré. Mais moi c'est pas ça que j'ai apporté aux ONG. Je leur ai dit, c'est qu'on a quand même des emprunteurs qui disent ce qu'il faut et qui font ce qu'ils disent. C'est pas des... Voilà, il n'y a pas de greenwashing, il y a un vrai projet vert. Bon. Et simplement, en tant que financier, moi, le greenwashing que je vois, il est au second ordre. Enfin, pour moi, c'est le premier, parce que c'est lui qui joue sur le système. Il est sur le prix. Il est sur le prix. En fait, c'est très, très facile de montrer que le prix de l'obligation verte, il est forcément le même que le prix de l'obligation pas verte, qui serait lancé par le même émetteur. Parce que, vous vous rappelez, le risk-reward, en fait, donc la seule chose qui compte pour un investisseur, c'est ce qu'on appelle le risque crédit, le risque emprunteur. Tous les prêteurs sont ce qu'on appelle pari passu, c'est-à-dire qu'ils sont solidaires entre eux. Et donc la seule chose qui impacte le calcul du risque, c'est la capacité de remboursement de la boîte. Ça n'a aucun rapport avec le use of proceeds, avec l'utilisation des fonds. Que vous ayez utilisé les fonds pour planter des tournesols ou pour financer une centrale thermique à charbon, ça ne change rien. D'accord? Donc ça, tout le monde le sait. Résultat des courses, eh bien, comme le risque, il est fixé. C'est ça que j'adore avec cet exemple, c'est que pédagogiquement, c'est génial. La vraie vie vous montre que la théorie fonctionne parfaitement. On est là sur une verticale, une vraie verticale. Le risque est strictement le même. Total est là. Donc, qu'il fasse une obligation verte pour financer éventuellement la diversification dans les énergies renouvelables ou une obligation pas verte pour financer la même diversification ou des projets bruns, ça ne change rien. Le prix est fixé par la qualité de crédit et c'est tout. Et donc, du coup, on n'a pas de différentiel de prix. Et donc, ici, c'est là que moi j'interviens, c'est que, vous vous rappelez, nous, ce qu'on voulait, c'est nos bars, on voulait une finance qui accompagne moins de brun et plus de vert, dynamiquement, sinon ça n'a pas de sens. Eh bien là, ce n'est pas le cas. En fait, je suis directeur financier de la boîte, je ne gagne pas un point de base si j'appelle vert, parce que c'est autodéclaré par l'émetteur, hein, je le rappelle au passage, je ne gagne pas un point de base si j'autodéclare mon obligation verte en disant aux gens que je vais quand même bien faire, non pas comme Michelin, raser d'abord puis repousser derrière, mais un vrai truc. Je ne gagne pas un point de base, je n'ai aucune incitation de la part du marché. D'ailleurs, c'est exactement ce que vous disiez PGGM, vous vous rappelez? Pas un point de base, ils peuvent pas, c'est la responsabilité financière. Si vous donnez un point de base pour acheter à 2% un risque qui vaut 3%, le type, il perd son job, il est viré instantanément. Instantanément. Ce n'est pas possible. Bon. Et donc, ça ne s'observe pas. Et donc, en fait, c'est un décor. D'accord? C'est un décor repris dans la presse. Vous lisez des trucs du genre plus de X tonnes de CO2 évitées en 2018 grâce à l'obligation verte de machin, machin. C'est pour que le public se dise, ah oui, donc l'obligation verte, oui, pas de chance, vous barrez le mot vert et vous mettez l'obligation lambda et ça marche tout aussi bien. C'est les mêmes fonds, même prix, il ne se passe rien. Okay, voilà. Donc, il faut faire la différence entre jouer son rôle et faire sa part. Jouer son rôle, je donne cet exemple, j'ai souvent donné cet exemple pour les gens qui ne connaissent pas les obligues et qui trouvent que du coup c'est un peu chinois. Vous voyez, je l'avais mis là, mais je ne m'en suis pas servi. Ah, bon, peu importe. Je donne l'exemple de la
du véhicule automobile. Okay, aujourd'hui, vous achetez une voiture automobile, l'État ou la région vous donne des milliers d'euros. C'est énorme, hein, le bonus, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Donc l'État prend ça à part. Pour rappeler le truc, hein, le consommateur, l'État, le contribuable, et pour rappeler le truc d'Yves Perrier. Donc l'État prend ça à part. Vous prenez votre part, parce qu'aujourd'hui, acheter un véhicule équivalent, même gabarit, c'est beaucoup moins cher. Donc le reste à charge, il est significatif. Okay, donc vous prenez votre part. Maintenant, vous allez voir votre banquier pour avoir le prêt, que vous achetiez le dernier diesel ou la voiture électrique, vous payez le même prix, le même taux, vous avez le même profil chez lui, là vous êtes dans la typologie je ne sais pas quoi, et vous n'avez pas le début du commencement d'un centime d'économie, il s'en fout de votre projet, ok? C'est la même logique, il est dans le biais. Et par contre, si vraiment vous achetez voilà, c'est votre investissement dans la mobilité, c'est votre projet à vous, vert, vous achetez la voiture électrique, ça vous coûte de l'argent, ça coûte à l'État, bah, il pourra donner un coup de tampon sur le prêt, l'appeler vert, et puis prendre un selfie avec vous en disant que, voilà, bon, ça, c'est juste jouer son rôle, c'est faire son travail de banquier. Exactement comme les investisseurs font leur travail de banquier en investissant sur des actifs qui ont été rendus bancables, investissables par l'État. Ça n'est pas de la finance verte. Il n'y a pas de... Les financiers ne prennent pas leur part, d'accord? Et donc j'adore l'obligation verte parce qu'on peut voir, je veux dire, avec un microscope, que ce n'est pas le cas. Ce qui est très drôle, c'est les récits autour. Là, j'ai pas le temps. On pourrait écrire un livre uniquement sur les récits autour de l'obligation verte. Qui le dit, qui dit quoi, c'est magique. Et d'ailleurs, oui, je mettais au passage, je cite Finance for Tomorrow. Eux-mêmes, ils ont donné une définition d'investissement à impact, et dans cette définition, il y a la notion d'additionnalité. L'additionnalité, c'est répondre à la question, si l'actif n'avait pas été financé par cet investisseur en particulier, quelle serait la différence? Donc vous voyez, à cette question-là, on répond, pour ce qui concerne l'obligation verte, instantanément. Quelle serait la différence? Aucune. Strictement aucune. Donc pas d'additionnalité. L'additionnalité, c'est un des trois piliers qu'il faut cocher pour pouvoir revendiquer un impact. Et vous avez donc par Finance for Tomorrow, donc pas des ultra-gauches, pas des éco-terroristes, vous avez donc la démonstration par A plus B que l'obligation verte n'a aucun impact. Donc, si ça vous fait plaisir, je ne sais pas, moi j'ai un peu de mal avec ça. Deuxième exemple, à fond ISR. Donc ça, vous allez me dire, oui, mais c'est pas de la finance verte, c'était le sujet du soir. Ben si, un peu, parce qu'il y a le E dedans, et donc il y a des gens qui considèrent donc durable, finance verte, enfin il y a quand même le E de environnement. Parce que l'ISR, c'est branché sur l'ESG. Hein. C'est la def officielle du label qui est géré, c'est un truc public, hein, c'est géré par l'État français, c'est une honte. Meilleur que leur indice de référence ou leur univers d'investissement sur au moins 2 indicateurs ESG. Donc quand on parle d'investissement socialement responsable, on est obligé de mettre les doigts malheureusement dans l'ESG, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc l'ESG, le problème, c'est est-ce que vous savez additionner des pommes et des poires? Quelqu'un sait ici? Parce que je cherche. Personne? Alors personne sait. La réponse, c'est personne sait. 3 poires et 2 pommes, ça fait 3 poires et 2 pommes. Et donc, le problème de ça, c'est que, d'abord, je vous fais remarquer que dans le E d'environnement, le S de social et le G de gouvernance, on a perdu le P de profit. Ça, c'était Profit Planet People. Curieusement, le profit, alors il est passé à... C'est pas qu'il est passé à là, c'est qu'il a gagné, en fait. Il écrase tout. On va appeler la maximisation. Donc, il écrase tellement tout qu'on n'en parle plus. Mais après, on joue. Donc, pour jouer, il faut avoir... C'est des notes. Hein. Le seul moyen de fabriquer un fonds ISR, c'est à base de notation ESG. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas résoudre ce type de maximisation multicritères. Donc au minima, on rentre dans un truc super complexe. Et en fait, selon moi, on a un antagonisme supplémentaire. Supplémentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai rappelé, la finance, elle s'est construite sur l'antagonisme risque-rendement. Voilà. Donc, Pareto efficient, j'essaie à risque donné d'optimiser ou à rendement donné de diminuer mon risque. Il y a des choses qu'on peut faire. La théorie de diversification du portefeuille de Markowitz, c'est un vrai truc, c'est une vraie avancée dans ce champ-là, qui n'est pas seulement théorique.
Donc on a déjà cet antagonisme-là. Et quand je dis que ça en rajoute, c'est, vous vous rappelez, si on voulait avoir un impact, il faut le payer. Donc ça veut dire que comment je fais avec mon risque, mon rendement espéré, ajuster du risque. Donc c'est pas du tout ça. Alors je vous rassure, c'est pas du tout ça qui est fait. Et les gens les plus avancés commencent à parler de trade-off, non pas avec le rendement, ce qui est la seule chose qui m'intéresse. Vous rappelez la complainte des entrepreneurs, qui n'arrivent pas, qui ont un problème de projets de décarbonation qui ne sont pas rentables. Donc on n'est pas du tout dans le sujet, on est à côté du sujet. Et les plus avancés vous parlent de trade-off entre les lettres. Je ne peux pas mettre des femmes au board et en même temps, vous voyez, il faut faire des choix. Si je fais un petit effort pour arrêter de balancer mes bouts rouges dans la rivière, c'est le S qui va trinquer parce qu'en fait, je ferme et j'envoie le boulot en Chine, d'accord? Mais personne ne vous parle de trade-off avec l'exigence de rendement. C'est le tabou absolu. C'est l'éléphant dans la pièce, c'est le tabou absolu. Pourtant, en finance, nous, les financiers, c'est la seule chose qui nous intéresse. Le reste, c'est du décor. Donc, on ne sait pas résoudre ça sans donner d'intensité aux préférences. Donc ça, c'est un truc qui est vachement bien connu, ça s'appelle l'effet Condorcet en vote. Et donc, donner de l'intensité aux préférences, c'est ce qu'on fait quand on fait des notations. Okay, le problème, c'est que ces notations, elles veulent un peu rien dire, en fait. Les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'on mesure, parce que dans eux, je peux mettre 1 milliard de trucs. Ils ne sont pas d'accord sur comment on le mesure. Une fois que j'ai dit que c'est ça qu'on doit mesurer, comment? Avec quel thermomètre? Et ils ne sont pas d'accord sur comment on agrège. On est très loin de science-based, là. On n'est pas dans la science, c'est autre chose. Et donc, on est dans les corrélations entre les notations. Il y a une étude de MIT qui est sortie qui montrait que les corrélations, elles sont autour de 1,5. C'est très mauvais, c'est très mauvais, 1,5. Si vous regardez les corrélations sur les notations de crédit, là, on a plus de recul, on sait un peu mieux faire. Ça ne veut pas dire il y a des boîtes qui ont fait faillite en 15 jours. Les agents de notation, elles avaient de belles notes. Donc, on ne sait pas tout, Mais enfin, la corrélation, pour vous dire, la vue sur le crédit, on est plutôt au-dessus de 0,9. Les gens sont d'accord pour dire ce que c'est qu'un crédit solide ou pas solide. Et là, on se fait plaisir. Ce qui est drôle, c'est que certains le revendiquent en disant « non, on se fait plaisir, c'est de l'ESG. » Ok, pas de souci. Et donc, en fait, vous n'avez pas de solution simple à ça. Okay, parce que c'est non seulement multicritère, mais en fait, maintenant je rajoute, c'est au carré le problème. C'est multi-agent. C'est-à-dire que si j'interroge Gilles, lui, il va avoir des préférences qui sont peut-être complètement différentes de celles d'Étienne. Peut-être que lui, il va être vachement branché sur le social, Étienne sur l'environnement. Enfin, ils n'auront peut-être justement pas du tout la même... si je leur faisais un truc super sérieux et j'essayais de révéler l'intensité de leurs préférences, j'aurais peut-être un output complètement différent. Donc, on est très très loin du compte, et je vous ai dit, je vous avoue, j'attends avec beaucoup de... Ça devait sortir, mais à mon avis, c'est un peu bloqué. Ça devait sortir cet été. J'attends avec hâte le questionnaire MIFID qui va porter sur les préférences ESG. Parce que là, ça va être... moi, je vais regarder avec beaucoup d'attention celui que ma banque va m'envoyer. Ça va être... envoyez-moi les vôtres, là, qu'on va tous... on va regarder ce qui... Alors, soit ça sera copier-coller, tout le monde fera le même, soit ça va être vraiment... Ça va être drôle. Parce qu'on va voir s'ils osent dire il y a un éléphant dans la pièce et parler de rendement, ou si on va être dans la musique habituelle en disant, en tout cas, ça devait sortir cet été, c'est bloqué. Je pense que c'est un peu chaud. Mais peut-être le truc le plus important, parce que je sais qu'il y a des fans, et donc il y a des gens qui vont être déçus, le truc le plus important à propos de ces notations ESG, c'est que, et ça, il y a des gens qui ont semblé le découvrir, récemment, je veux dire, c'est que c'est associé à ce qu'on appelle la matérialité financière simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est les risques, d'ailleurs on appelle ça risque ESG, c'est-à-dire qu'on est dans une logique qu'on appelle outside in, c'est comment le monde extérieur peut influencer l'entreprise. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Okay, je suis actionnaire, ou même je suis un debt holder, je tiens des actifs d'entreprise, et j'ai peur, et donc je veux savoir comment la valeur de mon actif peut être influencée par l'extérieur. Donc c'est ça qu'on appelle la matérialité financière simple, et donc ça n'a rien à voir avec l'impact, qui est l'inverse. L'impact de l'entreprise, c'est le inside out, c'est comment l'entreprise impacte le monde extérieur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est pas fait. Le ESG fait pas ça.
Et donc, c'est un truc super profond, parce que quand on est écolo et qu'on est concerné justement par ce qu'on dit tout au début, les seuils absolus, comme le budget carbone, sur l'État, mais il y en a d'autres. Et donc, c'est vraiment l'impact sur le monde extérieur qui vous intéresse. Ce n'est pas l'impact sur la boîte. Et donc, ces notations sont données dans cet esprit-là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, du coup, avant d'avoir regardé, qui ne comprennent rien, parce qu'effectivement, Coca-Cola, AAA, ça paraît inconcevable. Quand on voit, par exemple, l'eau, ce que ça représente en consommation d'eau, une boîte comme Coca-Cola. Mais ici, on estime que Coca-Cola n'a pas de problème avec l'eau. Ça ne veut pas dire que la tribu qui vit à côté de l'usine de bottling, de machin, elle n'a pas de problème. Non. Ça veut dire qu'ils ont bien verrouillé le truc, qu'eux, ils ont, voilà, leur approvisionnement est sécurisé, il n'y a pas de souci, rassurez-vous, vous aurez votre Coca-Cola. Okay, sponsor de la COP27. Hein. Nestlé qui vend des cochonneries grasses et sucrées, double A, il n'y a pas de souci. Vous croyez qu'on s'interroge sur le diabète épidémique qu'on voit dans le monde, que ces notations parlent de ça? Il y a des jours, justement, ici, Lou donnait l'exemple de, je crois que c'était McDonald's, qui a vu même sa notation ESG s'améliorer chez MSCI, toujours les mêmes, alors que son empreinte, son bilan carbone s'est dégradé. Vous voyez, il n'y a pas de problème, ils ont dû gratter quelques points. Vous vous rappelez le multicritère, les points, les notes, ils ont dû gratter quelques points en faisant je ne sais pas quoi, je ne sais rien. C'est comme si le fait d'avoir des femmes au board chez groupe Wagner, vous voyez, ça les rendait présentables, je ne sais pas, peut-être. Ils auraient une belle note. Total Energy, donc single A, très très belle notation, Patrick, si tu nous écoutes. C'est une très belle notation, la même que Tesla. Je ne suis pas un fan d'Elon Musk, mais bon, pour les gens, vous voyez, Elon Musk a fait un caca nerveux cette année parce qu'il a été viré d'un indice ESG. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger. Alors, c'est pas Musk, c'est Tesla, en l'occurrence, il fabrique quand même des voitures électriques. Alors, encore une fois, je ne me prononce pas sur le fond, la voiture électrique, mais quand même, entre des voitures électriques et puis celui qui tire le gaz et le pétrole, bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous donner un peu un fil, voilà, sur qu'est-ce que ça veut dire. Et Philippe Maurice, je l'ai mis parce que j'ai parlé du tabac tout à l'heure. 3B, alors vous me direz, ah, c'est pourri 3B. Non, non, 3B, c'est une note moyenne, c'est remarquable. Et donc là, je ne veux pas faire plus long là-dessus, mais je trouve qu'on est quand même peut-être sur quelque chose d'essentiel. Cette histoire de double matérialité, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel qui joue en ce moment. Je ne sais pas si vous suivez ça, si vous regardez ça, si ça vous parle. Et donc, il y a les Américains qui sont critiques utilisent pour parler de l'ISSB, International Sustainability Standard Board. Ils mettent un point d'interrogation pour eux, parce que pour eux, ce n'est pas soutenable. C'est M. Faber, l'ancien PDG de Danone, qui est à la tête de ce truc-là. Et donc, eux, ils se battent pour la matérialité simple. Surtout pas entendre parler de double matérialité. Donc, c'est un combat majeur qu'on va perdre, ou qu'on a perdu, je ne sais pas comment le dire, comme d'habitude. C'est toujours les ricains qui vont gagner. Mais c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, parce que la simple matérialité, ça nous enferme dans le paradigme existant où rien ne changera jamais. Et donc, pour finir, vous voyez, on va aller au bout de cette histoire de fonds ISR. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour fabriquer mon fonds ISR? Donc, j'ai pris les 2500 valeurs de MSCI Europe. Donc, j'ai fait un petit tri, hein, comme me le demande le gouvernement français. Un petit tri pour être un peu meilleur. C'est assez facile, hein. Vous et moi, là, on passe 2 heures, on fait un fonds ISR. Donc, on a enlevé les plus mauvais, les machins. L'idée, vous l'avez compris, c'est de surtout pas réduire l'univers investissable profondément, ok? Parce que vous voulez surtout pas assumer le coût d'opportunité dont je vous parlais, ok? C'est comme à n'importe quel jeu, hein, vous êtes un joueur, on fait partie de Monopoly tous ensemble. Moi, comme un demeuré, je me fixe des règles supplémentaires. Je ne peux pas acheter des terrains orange, je sais pas. Statistiquement, vous lancez 1 million de parties, j'ai perdu, ok? J'ai perdu. Si vous vous fixez une règle supplémentaire, vous avez perdu. Le jeu consiste à professer quelque chose, c'est du marketing, et à surtout pas toucher réellement l'univers investissable. On garde en général en moyenne plus de 90%. Okay, donc vous allez dire, bah, je fais pas ExxonMobil, mais je fais Total. Vous prenez le best in class, bon, c'est la logique. Et d'ailleurs, c'est presque forcé parce que vous avez en général même un discours, vous pouvez regarder n'importe quel fonds, c'est assez transparent, ils sont obligés. Vous avez même parfois une revendication sur ce qu'on appelle le tracking error d'un indice de référence, et ils vous disent non, nous on va coller
on ne va pas être plus écarté que cet indice de 1 à 3%. Bah, vous vous rappelez le risk-reward. Si vous promettez que vous allez coller à un indice, forcément, vous ne pouvez pas être très éloigné. Donc, vous regardez ce que vous voulez, par géographie, par secteur, par marché. C'est du Canada Dry. Et là, je vous montre un exemple. À la fin, vous avez à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un qui a un coup de tampon qui s'appelle ISR, et l'autre, c'est juste ce qu'on appelle le marché de référence, donc l'indice CAC 40, vous avez tout. Mais bon, quand on fait ça, on n'a rien fait. Hein. Je vous rappelle, nous, le but, là, l'aventure, depuis le début, c'est de baisser le bras et d'augmenter le vert. Bon. Là, on n'y est pas du tout. Hein. Et donc, vous avez donc créé un bien que j'appellerais, si j'étais économiste, un bien parfaitement substituable avec le fonds. C'est tout. Aucun intérêt. D'ailleurs, l'inspection générale des finances avait dit en 2020, ce label est en refonte. Le label ISR s'expose à une perte inéluctable de crédibilité et de pertinence. Nonobstant son succès quantitatif, il présente des faiblesses intrinsèques. Mais le nonobstant est faux dans la phrase. C'est pas nonobstant, c'est pas malgré. C'est parce qu'on veut que ce soit un succès que, du coup, il présente des faiblesses. C'est toujours le double bind. Il n'y a pas de... C'est imparable. Hein. Je vous ai mis là, justement, pour vous montrer. Alors, aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont plus élevés. Ils datent un peu, ça vient de Novetic. Vous voyez, le label ISR, on était à 500 milliards, on doit plutôt être à 750. Donc là, c'est open bar. Et un truc comme Greenfin, qui est quand même un label beaucoup plus sérieux, beaucoup plus vissé, 26 fonds, 17 milliards. Bon, les financiers, ça ne les intéresse pas, quoi. Hein. Il faut que votre banquier puisse vous vendre un fonds. Vous vendre un fonds ISR, c'est vachement facile. Vous vendre un fonds Greenfin, déjà, c'est plus compliqué. Donc, ce n'est pas nonobstant. C'est si vous êtes plus exigeant, vous réduisez forcément la demande et l'offre, d'ailleurs. Hein. Et donc, ici, juste une petite remarque, parce que je ne sais pas si ce que je vous dis, il y en a qui me disent « Oui, mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'on nous raconte. » Oui. Alors, j'ai mis ça parce que comme c'est la mythologie du cerveau droit, cerveau gauche, je trouve que ça va assez bien avec la mythologie de storytelling du lien en même temps. Et en même temps, c'est en même temps, donc vous allez être riche, et en même temps, vous allez sauver le monde. Vous avez compris? Ouais. Je termine. Alors, ici je rappelle que justement, ce qu'on appelait l'investissement responsable, c'était géré non pas dans l'intérêt du bénéficiaire, mais indépendamment des objectifs de performance financière. Donc, ce n'est pas du tout ce qui est proposé. Et donc, ce que j'appelle l'acte 3 ici de l'asset management, c'est après avoir rejeté l'investissement responsable parce que les gens savaient que c'était un coût d'opportunité, donc ils ne voulaient pas en entendre parler. Quand ils ont compris la mécanique que je vous montrais et que finalement c'était pareil, ils ont dit « Ok, on prend, on fait avec, ça fait autant ». Et vous avez même des gens qui vous racontent que l'intégration ESG nous aide à obtenir de meilleurs rendements. Ça, c'est fort quand même. Hein. Avoir des contraintes et faire mieux, bon, logiquement, mathématiquement, ça n'a aucun sens parce que si vous avez des contraintes et que vous faites mieux, ben moi qui n'en ai aucune, je fais comme vous et donc je fais déjà moins aussi bien. Donc, ça n'a strictement aucun sens. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est raconté. Divine Coincidence, c'est même un type comme Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui parle de coïncidence divine. Il faut le faire quand même. C'est quoi la coïncidence divine? C'est doing well by doing good. Vous faites bien et vous êtes récompensé. Pas au paradis comme avant, mais tout de suite, maintenant, ici. En espèce, sinon, c'est trébuchant. Voilà ce qu'on raconte aux gens. Et donc, du coup, vous avez des gens... Alors là, on a front renversé avec ce que nous disait Gates, Bézieux et les entrepreneurs français qui nous parlaient de Primovis. Ici, vous êtes récompensé. Si vous faites le bien, ce n'est pas un coût, c'est vous êtes récompensé quand vous êtes de l'autre côté, quand vous êtes investisseur. Ça n'a pas de sens. Et du coup, les plus cyniques disent, du coup, en fait, les meilleurs indicateurs non financiers, ça devient les indicateurs financiers, du coup. Hein, pourquoi se compliquer la vie? Puisque si vous faites bien, c'est donc que vous êtes bon. La boucle est entièrement bouclée. Bon, je regarde. J'avais un truc sur on a combien de temps? Il est quoi? 20h20. Bon, je vais juste... Attends, je regarde. Ouais, je vais dire 2 mots là-dessus. Donc, l'histoire, parce que c'est important, sur le long terme. Parce que parfois, il y a l'argument du long terme. Les gens essaient de récupérer essaient de sauver les meubles avec l'argument du long terme.
comme si la matérialité simple et long terme ensemble, c'était équivalent à la double matérialité. La réponse est non. D'accord ? Donc, 1973, un mathématicien spécialiste des pêcheries fait un article qui est hyper connu et il démontre que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le bon sens vous dit que l'horreur, la tragédie des communs, il faut privatiser, on donne, entre guillemets, on donne les baleines aux baleiniers. Il ne faut quand même pas tuer la poule aux œufs d'or. Et ce mathématicien démontre que, si, en fait, il y a une configuration de marché avec l'actualisation et le rendement, où si le taux de reproduction des baleineaux est inférieur au taux de reproduction de l'argent, je simplifie à l'extrême, eh bien, ça peut être un comportement tout à fait rationnel, parfaitement rationnel, que les baleiniers épuisent le stock de baleines et après vendent leur bateau au prix de la ferraille et placent leur argent dans Apple, par exemple. Donc, ça, c'est 1973. Depuis, il y a eu plein d'autres exemples. Donc, cette histoire de long terme qui rattraperait la simple matérialité, ça n'a strictement aucun sens, évidemment. L'autre point, sur le long terme, c'est donc ce qu'on appelle l'actualisation. Okay ? Donc, l'actualisation, ça veut dire, ça c'est, parce que Larry Fink aussi, il parle beaucoup de long terme. Ouais. Ça, tu peux écrire cette série avec des termes jusqu'à l'infini, vraiment long terme. Le problème, c'est qu'est-ce que tu utilises pour discounter les cash flows. C'est ce qu'on appelle l'actualisation. Donc en finance, tout le monde fait ça. Le problème, c'est, je vous ai mis votre futur là, même à 4%, vous voyez, ça ne vaut pas grand-chose en fait à 50 ans. En fait, l'actualisation, ça écrabouille complètement le futur. Donc, moi, je dis que le long terme et l'exigence de rentabilité, c'est-à-dire un taux d'actualisation qui correspond à un taux d'actualisation élevé, en fait, c'est du court terme. Parce qu'en fait, les termes qui sont loin dans le temps, vous pouvez les barrer, c'est à peu près zéro, en fait, ça n'existe pas. D'accord ? Donc ça, c'est tout à fait défavorable à l'investissement dont on parlait, parce que c'est des surcoûts énormes tout de suite, et c'est une rentabilité justement loin. Donc le problème, c'est que le coût, vous l'avez là, et le gain, vous l'avez là-bas. Il ne vaut rien. Donc ça, c'est un truc qui est assez bien connu, et ça joue son rôle ici, parce qu'ici, c'est aussi un truc que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils parlent des risques associés à la transition, comme si c'était additif. Alors d'abord, il faut voir que ces risques ils sont antagonistes, les risques physiques et les risques de transition. Dans un monde parfait, si je veux absolument diminuer les risques physiques, je transitionne comme un malade, donc j'ai des risques de transition énormes, et je n'ai pas cela. Inversement, si je ne fais rien, je n'ai pas de risque de transition. Et par contre, j'ai une bulle de risque physique qui explose. Simplement, maintenant, imaginez ce dessin, transposez ce dessin avec celui-là. Celui-là, vous préférez, là j'ai mis un exemple, 5 milliards, c'est le coût d'un bon gros, c'est pas Ian, l'ouragan qui a ruiné la Floride, c'est 50 milliards de dollars, ça fait vraiment très mal. Mais un ouragan moyen, c'est 5 milliards de dollars. Donc, vous préférez 5 milliards de dollars dans 25 ans, ça vaut 150 millions d'euros. Vous pourriez perdre 5 milliards tout de suite si j'ai une transition violente. En fait, c'est la raison pour laquelle on a vraiment du mal, il y a une inertie considérable dans le système, c'est que ces actifs carbonés sont dans les bilans des banques, dans les bilans des assureurs, et que tout d'un coup, les fameux actifs échoués, ils n'existent que dans la tête des gens qui en parlent, en fait. C'est pour ça que j'ai montré ça la semaine dernière. Voilà l'actif échoué. Donc, la market cap d'ExxonMobil, mais j'aurais pu prendre Total, la market cap d'ExxonMobil n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Et les actifs échoués dans le discours de Carnet 2015. Vous trouvez que, alors 2015, on est où? Ouais, bon, autant pour l'échouement. Dernier mot, parce que ça, c'est aussi important sur l'information. Parce qu'on a donc discuté avec Lou Velgrim la semaine dernière sur l'information. Curieusement, donc on est dans un délire sur l'information. Alors, le point important, c'est que l'information, c'est peut-être une condition nécessaire, mais c'est certainement pas une condition suffisante. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois que ça. Ouais. Des trucs, on comprend pourquoi, c'est un business énorme. Les consultants, les cabinets, Mike Bloomberg, c'est la data. Alors la data pour la data, il n'y a que ça. Mais donc, tombez pas là-dedans quand même. Donc, c'est le slogan de l'INSEE, mesurer pour comprendre. Mesurer pour comprendre. Mais mesurer, ce n'est pas agir. On peut être super fin, prendre un microscope. Là, je vous ai montré, c'est les inégalités salariales hommes-femmes en Europe et en France, 2010 depuis 2019. On mesure, ouais,
Bah, on mesure, ouais, voilà. On n'agit pas, mais on mesure. On mesure que l'encéphalogramme est plat. On ne progresse pas sur cet écart salarial homme-femme en France et en Europe. On ne progresse pas. On peut mesurer ce qu'on veut, hein, mais mesurer, ce n'est pas agir. Voilà. Je suis assez surpris parce qu'on n'entend que parler de data, parce que c'est un business énorme. Et là vous avez l'information, donc fumais-tu 1 milliard de morts au XXIe siècle. L'information seule est inopérante. Okay, encore une fois, je prends cet exemple, non pas parce que je soutiens sur le fond, mais pour donner l'idée. Le secteur automobile bascule du moteur thermique au moteur électrique, non pas parce qu'on a demandé aux constructeurs de donner de l'information, mais parce qu'on a une réglementation où on leur a demandé de mesurer les gaz à l'émission et on n'a pas cessé de baisser ces seuils. Et c'est comme ça, à un moment donné, avec un moteur thermique, vous ne pouvez pas, ça ne passe plus. C'est comme ça qu'on bascule le secteur automobile du moteur thermique au moteur électrique. Ce n'est pas en donnant de l'information. Okay, que d'ailleurs, ils n'étaient pas prêts à donner, puisque vous vous rappelez le Dieselgate, les gens ne sont pas très... Ouais, bon. Donc, je pense que là, c'est un point qui est vraiment important à souligner, parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, même Carnet, dans son discours que les fétichistes considèrent comme historique de 2015, lui-même, il l'écrivait à l'époque, il a complètement oublié, parce que maintenant il est chez un asset manager, je pense. Il disait, l'information nécessaire est disponible. Alors ça, c'est le truc des marchés. Hein. Il faut l'information nécessaire, qu'elle soit disponible. C'est le paradigme du marché efficient, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et, c'est une conjonction et, il a complètement oublié le et. Et les politiques gouvernementales et les avancées technologiques visant la transition sont crédibles. C'est-à-dire, je communique, oui, mais sur une trajectoire, sur quelque chose que je fais, pas sur le business as usual. Si je communique sur le business as usual, j'ai juste ça, en fait. Ouais. S'il n'y a pas d'incitation à changer les choses. Et donc, j'ai pas le temps. Et donc là, voilà, je montrais l'accumulation de bagages, ça s'appelle la consigne à vie. Donc vous pouvez accumuler les bagages, mais vous serez toujours sur le quai, le train part pas, il ne se passe rien. Et alors là, vous ne pouvez pas imaginer, quoi, j'ai pas le temps. C'est un truc de fou. Donc, juste pour vous dire, pour finir, conclusion. Donc, ça secoue quand même, dans le monde anglo-saxon, curieusement, ça secoue en ce moment. En France, ça ronronne. Dans le monde anglo-saxon, ça secoue pas mal. En juillet, vous avez The Economist, ils ont fait un grand dossier sur donc les trolleys qui ne vont pas sauver la planète. Et là, j'ai écrit, ça c'est un professeur, c'est considéré comme un gourou de l'ESG. Et voilà ce qu'il écrit il y a quelques jours, parce qu'il ça se bagarre, il a écrit ça. Don't overpromise on ESG by conflating it with impact. Ça m'intéresse de l'entendre quand même, de la bouche d'un mec comme ça. And sustainability at the system level. Donc, le gourou de l'ESG vous dit, il ne faut pas confondre ça avec l'impact et la durabilité au niveau systémique. Ah bon, bah, oui, je sais, oui. Mais du coup, moi, ça ne m'intéresse pas tellement d'en parler. Et donc, la tension est tellement vive que ça a même occasionné une mise au point de BlackRock. Larry Fink a publié en octobre une page web où, parce qu'il a été agressé, en fait, il est agressé, entre guillemets, par sa gauche. Alors, c'est pas Philippe Poutou, hein. C'est une gauche qui veut sauver le capitalisme. Parce que pour eux, le capitalisme va tomber de la falaise, puisqu'on fait rien. C'est des gens avec lesquels je suis plutôt d'accord. Et il est attaqué par sa droite. Par notamment des gouverneurs, un gouverneur du Texas, enfin des États du Sud, qui ont dit, c'est un combat un peu politique, mais qui ont dit, puisque vous faites de l'ESG, vous ne respectez pas la responsabilité fiduciaire. Et donc, il a fait cette mise au point. Moi, elle n'est pas utile pour moi, mais elle est utile pour les gens qui me disent, ça n'existe plus, la responsabilité fiduciaire, on a changé de monde. Voilà ce qu'écrit il y a quelques jours, parlant jour. Donc, Larry Fink, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris, our investment decisions are governed strictly by our fiduciary duty to clients, and that duty requires us to prioritize our clients' financial interests, intérêts financiers, above any commitments, au-dessus de tout, any commitments or pledges not required by law. Donc, si vous ne faites pas des lois qui contraignent Larry Fink à prendre en compte tel ou tel seuil écologique absolu, vous n'aurez rien à attendre de lui, si ce n'est ce qu'il a toujours fait, et ce qu'on nous fait croire qu'il ne faisait plus. Pardon. J'adore cette clarification.
Et dans le même temps, dans le même billet, il écrit, pour ceux qui en doutaient aussi, the energy industry, parce qu'il est obligé d'envoyer un grand message d'amour aux énergéticiens américains. The energy industry plays a crucial role in the economy and, on behalf of our clients, BlackRock has invested 170 milliards dans les compagnies d'énergie américaines. Voilà. Donc, on sauve le monde et on met 170 milliards dans les énergies. Là-dedans, il y a du pétrole et du gaz. Je vous rassure, ce n'est pas que des éoliennes. Hein. Donc, vous vous rappelez, donc voilà le pape de l'investissement ESG. Vous voyez qu'on n'est pas du tout, on n'a pas trouvé la solution pour baisser la barre brune et augmenter la barre verte. On n'y est toujours pas. Ici, juste un dernier point. Donc ça, j'ai un mot que j'ai repris, que j'avais trouvé assez fun de Bill Gates dans ce bouquin. Il dit « What's your plan for cement ?» Quand il a des oiseaux qui doivent venir le voir, là, le milliardaire, en disant « J'ai sauvé le monde, j'ai trouvé un appareil, je ne sais pas quoi. » Et donc ça doit représenter 0,00001% du sujet. Il dit « Ok, mais c'est quoi ton plan pour le ciment ?» Parce que ça, la construction, en gros, il fait des gros postes, mais ça représente 30% du sujet. Si tu ne l'adresses pas, c'est pas la peine de le déranger, quoi. Et donc, moi, j'ai envie de dire un peu pour un financier, l'équivalent de cette apostrophe, que je trouve assez pertinente, si on cherche à faire ça et à sortir de l'epsilon, moi, ce qui me semble vraiment pertinent, c'est de se rappeler que le gros du sujet, c'est pas de vendre Tesla et d'acheter Volkswagen un jour et faire l'inverse le lendemain dans un fonds ISR, hein, c'est pas ça. Le gros du sujet, il est dans les pays en voie de développement, dans les pays low income, où, selon l'AIE, il y aura 80% des émissions futures, d'accord? Là, c'est Charlotte Gard, la semaine dernière, qui donnait ce chiffre. J'ai trouvé très intéressant. Moi, j'avais le truc en nombre de centrales. 300 centrales thermiques à charbon sont projetées en construction pour les 5 prochaines années. Alors, quand vous savez la durée de vie d'une centrale thermique à charbon jeune, performante, je veux dire, on est vraiment très, très loin du compte. Et elle disait, vous vous rappelez, c'est comme tout début, je boucle avec la période post-accord de Paris de 2021. Sur la même période, elle nous a dit 200 milliards par an de financement pour le charbon. Et en 2021, on est à 1200. On a fait x6 après les accords de Paris. Vous voyez un peu le truc? Bon. Donc moi, ma question équivalente pour les financiers, c'est « What's your plan for the developing countries ?» Vous avez trouvé une solution parce que c'est là-bas que l'argent est nécessaire. C'est là-bas qu'il faut sortir les gens du charbon. C'est pas chez nous, en fait. L'essentiel du sujet, il n'est pas chez nous. Et donc, le reality check, c'est que le Fonds vert pour le climat, donc vous avez les zillions, dont on parle, les alliances, on additionne des pommes, des poires, on trouve des chiffres très impressionnants qui ne veulent rien dire. Dès qu'on veut dire quelque chose, le Fonds vert pour le climat, il n'a jamais atteint la marque des 100 millions de dollars qu'on lui avait assigné. Jamais. Et la dernière fois, c'était 80 et quelques. Et dans les 80, il y a beaucoup de dettes. C'est-à-dire, on dit aux pays pauvres, qui n'ont déjà pas les moyens de rembourser leurs dettes et qui se prennent, hein, c'est 30 milliards pour le Pakistan. On leur dit, il faut vous endetter pour l'atténuation. C'est ça le message qu'on leur donne. Là, je peux vous dire que ça va vraiment se tendre entre le Nord et le Sud, parce que là, déjà, la COP27, c'est un peu cata. Donc, Macron, à la COP27, a dit qu'il refusait de créer un mécanisme financier additionnel pour les pertes. Mais je comprends, moi, je suis d'accord. Ça ne sert à rien de créer des choses bidons. En plus, on ne fait déjà pas ce qu'on est de confrères. Donc, jusque-là, tout va bien. Par contre, vous voyez, il parle lui-même de financement concessionnel. Donc, on retrouve toujours la même logique. Concessionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire préférentiel, pas au prix de marché. Donc, on est toujours sur cet éléphant, sur ce problème de rentabilité. Et ça, on ne le fait pas, en fait. On ne le fait pas du tout. Et donc, pour vous dire que moi, c'est un peu ça, ma question, entre guillemets, à la Bill Gates, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les émergents? Alors là, zéro, il n'y a pas un fonds zéro, à cause du risque, en fait, hein, ce qui est insoutenable. Et pour vous dire juste qu'on ne va pas dans le bon sens, vous savez que la Fed remonte les taux en ce moment aux États-Unis. Donc, au lieu d'envoyer plus d'argent dans cette zone en 2022, là, il y a 80 milliards qui ont quitté la zone pour aller aux États-Unis. Donc, voilà. En fait, l'argent va là où il est intéressant d'être et pas là où on en a besoin. Voilà. Donc, voilà. Pour conclure, je disais que oui, il y a des leviers, mais oui, Agathe dit que ça fait 40 fois que je conclue. Ouais. Les leviers, il y a des leviers, mais alors, les leviers, ils sont à l'extérieur de la finance, hein, c'est pas le volontariat, c'est pas... Donc il y a des leviers monétaires, la déréglementation, de la fiscalité,
Mais il faut cogner très très fort si on veut bouger les choses. Hein. C'est pas des petits... voilà. Parce que vous avez compris que c'est quand même quelque chose de très très dur à traiter. Et c'est pour ça que j'explique ce qu'une fois j'ai dit le capitalisme c'est durable, c'est la finance à l'envers. Ah oui, parce que on nous dit le capitalisme durable c'est la planification écologique, c'est même un mot qui est appris par le président. C'est l'illiquidité, il faut mettre de l'argent loin et c'est du risque, c'est du long terme. Et c'est à l'échelle micro un impact qui est unique. Et le marché, c'est l'inverse. C'est la liberté, vous voyez, la fuite des capitaux de l'Asie vers les États-Unis. C'est la liquidité, le faible risque, vendable, il faut pouvoir vendre massivement, le court terme et le standardisable. Donc, on n'a pas trouvé le... Voilà. Donc, pour conclure, regarde. Il faut quand même se rappeler que la transition, c'est un problème politique, c'est pas un problème financier. Donc là, tout seul dans notre coin, on est des financiers ou d'ex-financiers ou de futurs financiers, je ne sais pas. Mais il faut quand même se rappeler que la transition, c'est un problème politique. Les changements qui sont nécessaires, c'est des changements qui sont essentiellement à l'échelle collective. On en a soupé. Donc faire sa part personnellement au niveau individuel, oui, mais carbone 4, on l'a coté à 25-30%. Le reste, c'est systémique. Et donc, on ne va pas y arriver tout seul avec des éco-gestes. Bon. Donc, il faut sortir des scénarios et définir une trajectoire. Une fois que vous avez une trajectoire, vous pouvez financer cette trajectoire. Vous voyez, c'est complètement différent. On a voulu parler de finances soutenables avant d'avoir défini ce que c'était qu'une trajectoire soutenable. Ça n'a aucun sens. Résultat, on tourne en rond. Donc là, oui, je vous ai mis cet exemple-là. Vous voyez, les entrepreneurs, eux, ils le souhaitent, ça. Vous lisez ce qu'a dit, c'est un vice-président du MEDEF, qui était à une université du Shift. Les entreprises ne pourront pas anticiper et accompagner, notamment socialement, la transition si une feuille de route n'est pas coélaborée puis déclinée dans la durée et la stabilité. L'imprévisibilité est un facteur totalement anxiogène et démotivant. Vous voyez, on a besoin de se projeter. Si vous vous projetez, à ce moment-là, les financiers peuvent analyser le risque de transition, etc., et vous avez quelque chose. Mais si vous leur donnez 10 000 trajectoires contradictoires, il ne va strictement rien se passer. Et là, vous avez malheureusement, vous voyez, c'était il y a quelques jours, le commissaire Breton qui a remis en question l'interdiction du moteur thermique à charbon en 2035. Il y a eu des grincements dedans. Vous comprenez, si on dépense des milliards pour faire des infrastructures, des bornes rechargeables, pour qu'après, vous voyez, il n'y a rien qui... Il faut faire les choses dans l'ordre, en fait. Voilà. Ah ben, c'est fini. Alors, un dernier mot. Là, j'ai mis le dessin qui était dans le bouquin de Jean Covici et Blin, Un monde sans fin. Très beau dessin. Et donc, on voit on paye du travail humain et des rentes humaines pour accéder à une énergie qui, elle, est gratuite. L'argent ne sert à payer que des hommes. Et donc, effectivement, ça choque beaucoup les gens, mais le pétrole est gratuit. Oui, on n'a pas à payer la Terre pour cet effort tectonique, les pressions, enfin, les millions d'années pour fabriquer un petit jus noir. C'est gratuit. Et par contre, Total a annoncé doivent être une vingtaine de milliards de profits sur les 3 premiers trimestres de l'année 2022. C'est plus que toute l'année dernière. Et donc, il faut garder à l'esprit toujours que, oui, le pétrole est gratuit, mais les profits des pétroliers sont bidons. Hein, parce qu'en face des 20 milliards de Patrick Pouyanné, il n'y a pas les coûts associés non plus. La pollution, elle est un peu facturée, parce que quand il faut reconstruire sa maison après un ouragan, c'est bien facturé à quelqu'un. Mais enfin, avec l'effet retard dans l'atmosphère, toutes ces énergies fossiles qui sont brûlées. Donc en fait, on présente en tout cas pas la facture complètement, pas maintenant, et certainement pas à Patrick Pouyanné et aux actionnaires de Total. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est un sujet très très profond. Et je pense que pour indiquer une piste, je l'avais déjà mentionné quand j'ai parlé de l'ISSB et de la double matérialité. Il y a une piste, c'est quand on se rend compte que la finance, une fois qu'elle opère, elle est dans cette logique de maximisation, on peut vraiment s'intéresser à l'input, c'est-à-dire avant que ça rentre dans la logique de maximisation financière, on peut travailler sur l'approche comptable. Et là, justement, je trouve que ce qui est porté par Alexandre Rambaud, enfin le projet CARE et tous ces gens-là, cette révolution. Alors, c'est un peu rejeter la difficulté vers eux, hein, parce que ça ne va pas de soi. Mais en tout cas, c'est une piste qui est extrêmement intéressante. Voilà, merci.